On a beau dire que l'habit ne fait pas le moine, en réalité, il nous sert. Ouais. Il nous sert ou nous dessert. La mode, ça devrait être utiliser un produit presque de nécessité parce qu'on doit s'habiller et faire en sorte d'avoir la liberté de pouvoir disposer du style ou de porter ce que l'on aime ou ce que l'on souhaite comme on le veut, quand on veut. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au Village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute! Il y a tant de boutiques, tant de vêtements qu'on pourrait croire que tout le monde est habillé par des vêtements fonctionnels, pratiques, esthétiques. Mais cette liberté de choix n'est pas collective. C'est ce constat qui m'a fait découvrir la marque Constant & Zoé et rencontrer Sarah Da Silva Gomez. Merci Sarah de ton accueil donc dans vos bureaux ici à Rieux-la-Pape. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode aussi. Merci Elsie de bien vouloir m'enregistrer et parler de Constant & Zoé. Ouais, c'est un grand plaisir, vraiment. On en parlait en off juste avant. Moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur depuis des années, de pouvoir avoir des vêtements sur tout le monde et des vêtements fonctionnels, des vêtements esthétiques. Donc, mais avant, parce que maintenant, moi, je connais Constant & Zoé, mais les auditeurs non. Donc, tu es fondatrice de la marque Constant & Zoé que tu as fondée en 2015. Oui. Mais c'est qui, c'est quoi Je te laisse la parole. Avec Constant & Zoé, on facilite le quotidien des personnes à mobilité réduite. Donc on crée des collections de vêtements faciles à enfiler pour alléger les moments d'habillage, de toilette des personnes qui vont avoir une maladie, une mobilité réduite, un handicap. J'ai créé cette entreprise en 2015. On va dire que l'ADN premier, c'était d'apporter une solution à des personnes qui avaient vraiment un lourd handicap, notamment par rapport à mon expérience personnelle, puisque Constant, c'est le prénom de mon frère, qui est lui-même polyhandicapé depuis la naissance. Donc on est vraiment sur du lourd handicap, fauteuil roulant, dépendance totale. Et donc lui, il a besoin d'être habillé par une tierce personne. Okay. Donc l'ADN premier, on va dire, de la marque, c'est de créer des vêtements qui vont être utilisés par une tierce personne qui va habiller une autre personne qui est dépendante. Et donc là, on va dire que l'objectif est double, soulager le travail des aidants et apporter du confort, de la dignité, du bien-être à la personne handicapée. Et puis avec les années, on a vraiment élargi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres populations qui avaient besoin de notre solution. Et donc maintenant, on fait des vêtements faciles à enfiler, finalement, pour toute personne qui va avoir une perte de mobilité temporaire ou définitive, qui soit liée à, par exemple, un handicap mental ou alors même au vieillissement, à la maladie, à des maladies qui concerneraient plutôt, on va dire, les personnes âgées comme Parkinson, Alzheimer. Ouais. Et donc, on propose des collections pour les enfants, les adultes, les seniors, pour faciliter leur habillage. Waouh, c'est un sacré défi et sacrée source de créativité aussi, de se dire on est au service de toutes ces personnes et comme tu disais, pour leur dignité aussi, de pouvoir s'habiller avec plaisir aussi. Et donc, du coup, on peut développer cette question, c'est quoi un vêtement alors pour toi ? C'est une bonne question, ça c'est un peu philosophique. Ouais. Ça. Ouais, mais t'as un peu répondu, tu parlais de dignité tout à l'heure et... Ouais. Alors que souvent on dit c'est un textile qui va couvrir le corps. Ouais. Oui, mais en fait, on réalise que c'est pas que ça, parce que sinon c'est pas on serait restés tous en toge peut-être. Oui, c'est clair. Non, mais je pense qu'on peut déjà... de travailler le vêtement dans le secteur du handicap, ça m'a montré presque
que ça pouvait être un besoin primaire. Alors, c'est pas un besoin primaire, mais je veux dire, ça fait partie tellement de notre quotidien. C'est tellement obligatoire chaque jour et plusieurs fois par jour. Et en fait, le côté fastidieux, quand je vois l'énergie que ça demande, je me dis que c'est quand même une tâche hyper banale. Et pour moi, c'est incroyable, tu vois, en 2022, qu'il y ait très peu de solutions pour que cette tâche régulière et quotidienne ne soit pas facilitée, ou en tout cas que ce soit pas un plaisir, ou en tout cas, si c'est pas un plaisir, que ce soit pas non plus une corvée pour tout le monde. Et du coup, c'est là où je me dis, c'est presque aussi primaire que se nourrir, parce que ça intervient, tu vois, 2 fois, 3 fois par jour, on enlève son manteau, on se met en pyjama, voilà, etc. Et en fait, donc il y a ce côté-là qui est quand même lié à la nécessité. Ouais. C'est presque quelque chose de nécessaire au quotidien. On peut pas y échapper. Et à côté de ça, nous, ce qu'on veut faire, c'est typiquement pas du vêtement médical. Et donc, on va dire prendre de la distance avec le côté médical et le côté handicap et le côté stigmatisant. On veut vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça et proposer une solution mode. Et du coup, je parlais de dignité, mais c'est aussi simplement pouvoir se révéler, être fier de ses vêtements. On dit souvent, quel que soit d'ailleurs le contexte, rencontrer une personne, que ce soit dans le cadre d'un recrutement, que ce soit dans le cadre d'un date, enfin peu importe. On dit souvent que voilà, les premières secondes, en fait, elles sont presque déterminantes. Elles sont presque déterminantes. Ouais. C'est-à-dire pour n'importe quoi. Et même d'ailleurs, peut-être dans ce podcast, les 5 premières secondes ont peut-être fait que les auditeurs sont partis ou sont restés. C'est vrai. Et donc là, on ne me voit pas. Mais en réalité, quand on voit les personnes, il y a tout un package. Il y a ce qu'on dégage, il y a la parole et puis il y a le physique. On a beau dire que l'habit ne fait pas le moine. En réalité, il nous sert. Ouais. Il nous sert ou nous dessert, mais on peut se servir du vêtement aussi pour passer des messages, pour adopter une posture. Pour se présenter, en fait, tout simplement. Comme les acteurs, d'ailleurs. Les acteurs arrivent beaucoup plus à rentrer dans leur personnage quand ils sont déjà imprégnés, maquillés et habillés. Et c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est hyper important. Je pense que le vêtement, c'est fait pour nous envelopper, mais pour peut-être même passer des messages. Tu permets, du coup, vous permettez avec toute l'équipe d'avoir cette liberté de passer des messages, de s'exprimer à ceux qui portent ces vêtements, et aussi, en fait, à ceux qui les regardent, ceux qui peuvent percevoir une esthétique. Enfin, là, j'ai pu regarder les prototypes qui sont en cours. Du coup, tu me disais, c'est ça, de développement. Je vois des super belles couleurs, des matières. Enfin, j'étais vraiment surprise. Et c'est vrai que, comme ça, au premier abord, on est bien loin, comme tu disais, d'un vêtement médical, fonctionnel, aseptisé, qu'on pourrait imaginer au premier abord. Ouais. C'est vrai. Et si je peux ajouter, enfin, je rebondis par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai que, voilà, nos vêtements permettent aussi de se sentir bien, d'être à l'aise, d'être fier de soi, même si on a un handicap. Voilà, il y a même un côté peut-être social et sociétal dans le vêtement. Mais par contre, c'est sûr que la première chose, il n'empêche que c'est la fonctionnalité, et ça se traduit même dans notre façon de développer nos produits par rapport à des marques lambda. C'est que pour développer nos produits, d'abord, on analyse le handicap, on analyse le besoin vraiment concret, et là on parle plutôt de fonctionnalité, de technicité, et on répond à un usage quotidien. Donc voilà, je te donne un exemple. J'ai les bras très très raides, très repliés. Comment j'arrive facilement à enfiler une manche, ou comment j'arrive à pouvoir mettre une chemise qui est un vêtement très cintré avec des matières quand même assez strictes et peu extensibles. Et on va partir par exemple de ce besoin, tu vois, voilà, très rationnel. On n'est pas sur le folklore de la mode en général qu'on peut imaginer. On est très rationnel, on est très lié au handicap, et là pour le coup côté médical, parce que parfois même on va s'attacher à analyser, décortiquer les appareillages médicaux qui sont utilisés, les corsets sièges, les typologies de fauteuils roulants. Qui vont accompagner en fait les personnes qui vont être, ils vont toujours être habillés aussi. Voilà, sur ces sièges. Donc par exemple, tout à l'heure je te montrais typiquement le manteau, ou la personne qui est installée dans son fauteuil roulant avec un corset siège. Il y a un plastron qui est directement lié au fauteuil, et du coup quand on englobe la personne avec le manteau, il faut le prendre dans sa globalité avec le fauteuil et bien comprendre les appareillages. Donc là on est dans une réflexion qui est très rationnelle, très pragmatique et presque médicale. Et après par contre, effectivement,
pour permettre de se sentir bien, pour permettre de pas avoir des vêtements blancs, pas jolis ou tout à fait médicaux. Et ben là, on va vraiment se dire, ok, maintenant on a le produit, la technicité, on a la toile, le patronage, on l'a essayé, etc. On sait que ça fonctionne bien. Et on va aller chercher maintenant les meilleures matières qui vont, on va dire, tenir dans le temps, être agréables à porter et qui vont aussi permettre quand même d'être en phase avec la mode, les coloris du moment, exactement. Mais tu vois, c'est un peu à l'inverse. Les auditeurs qui écoutent savent très bien comment on développe les collections. En général, et généralement, les collections, on part de tendances qui sont projetées 1 an et demi avant les futures tendances. On part vraiment de tendances et on vient dans un deuxième temps les coller à notre ADN de marque, à la typologie de coupe qu'on a envie pour la saison. Et voilà, donc c'est un peu presque à l'envers, mais ça se relie et à la fin on a quand même un vêtement qui est à la fois fonctionnel et à la fois qui apporte du mieux-être et de la beauté. Bah ouais, c'est ça. Mais ça, c'est du design de mode en fait. Donc c'est vraiment une recherche et développement basé sur une fonction, sur un quotidien et intégrer ça avec esthétique en fait aussi. Ouais. Et mais justement, c'était une de mes questions. Comment est-ce que vous développiez vos produits donc là, tu nous as dit, voilà, c'est le sens inverse. Mais parfois, est-ce que ça a été la découverte d'une matière, par exemple, qui dit, mais en fait, c'est ça répond à un besoin qu'on a énuméré auparavant. Ah ben, enfin, on peut développer le produit. Ou, enfin, ouais, je sais pas. Oui. Alors, il y a plusieurs sens. C'est vrai que parfois... Donc, on développe des produits. Il n'y a pas vraiment de saisonnalité chez nous. Ouais. Voilà, c'est quand on a envie de lancer un produit ou une collection, quand on sent qu'on a suffisamment de demandes sur un produit ou sur une problématique et que nous on va être capable d'y répondre, donc on va lancer un développement. Par contre, le sourcing, qui soit sourcing matière ou le sourcing fabricant, il se fait tout au long de l'année et notamment c'est Mathilde qui s'en occupe chez nous maintenant. Et donc effectivement dans le sourcing matière, parfois elle recherche des choses parce que je lui ai transmis un cahier des charges ou des informations précises et que j'ai besoin de matière. Et parfois, dans tout ce qu'elle recherche, elle va apporter des choses et je vais me dire, tiens, ça c'est pas pour tout de suite, mais effectivement, ça peut nourrir un peu l'inspiration ou en tout cas dire, à mon avis, ça pourra nous servir. Et à contrario, parfois on va développer des produits et on va pas trouver la matière qui va être dans le bon rapport qualité-prix ou qui va répondre à la technicité qu'on attendait. Et donc, on va reporter la production du modèle tant qu'on ne trouvera pas cette matière. Donc, c'est vrai que le choix des matières, ça va être une source d'inspiration. Et ça va être aussi l'élément déclencheur pour lancer une production. Parce qu'on peut avoir toute la technicité sur le papier ou même sur toile, toute la technicité et l'envie d'un design et d'un style sur le papier. Si on n'arrive pas à le traduire à travers les matières qu'on va utiliser, bah effectivement, la production ne peut pas être lancée derrière. Ouais, non, c'est ça. C'est compliqué. Mais donc il y a cette veille en quelque sorte constante. Et tu disais que vous alliez aussi donc dans le milieu médical rencontrer des personnes donc du milieu médical, mais aussi donc les personnes qui vont être habillées aussi de ce produit. Comment ça se passe, cette consultation, cet échange, ces rencontres aussi, parce que est-ce que c'est elles qui se font connaître, parce que maintenant, vous avez 7 ans, c'est ça. Maintenant, il y a une renommée, une reconnaissance, mais auparavant, c'était peut-être vous aussi qui alliez voir. Comment ça se passe en fait cet échange-là? Alors, on va dire qu'il y a 2 fonctionnements un petit peu différents qu'on a eus, mais qui sont tout à fait complémentaires et qui étaient nécessaires en tout cas. C'est-à-dire qu'au tout début de la création de Constant et Zoé, il a fallu faire une étude de marché. Donc là, dans le cadre de l'étude de marché, c'était une étude marketing qu'on va faire. Les livres de marketing en parlent très bien. C'est qu'est-ce qu'on fait avant de lancer un produit sur un marché? On comprend son marché. Pour comprendre son marché, il faut aller à la rencontre de ses utilisateurs. Et du coup, j'avais fait clairement cette chose-là. J'avais fait une étude qualitative. En moyenne, il faut rencontrer à peu près 5-6 personnes en étude quali, parce que c'est des entretiens qui peuvent être très longs. Assez profond, et on va vraiment creuser des sujets. Mais comme dans le champ du handicap, dans le secteur du handicap, moi je voulais comprendre et cibler différentes personnes, différents protagonistes, si je peux dire. En gros, tu as les professionnels de santé, il va y avoir les personnes handicapées elles-mêmes, il va y avoir les parents
de personnes en situation de handicap, par exemple. Ouais. Et même dans les personnes handicapées, on peut faire la distinction entre les personnes handicapées de naissance et les personnes handicapées accidentées Ok. pour leur vie. Donc, tu as déjà, quand même, pour bien connaître ton marché, il faut avoir des catégories de personnes à rencontrer. Et donc, moi, j'avais rencontré comme ça une quinzaine de personnes avec un entretien très... Voilà, que j'avais pris le temps vraiment de construire pour pas trop, justement, les influencer dans mes questions. Ils savaient pas pourquoi, quel était vraiment l'objet, thème, en fait, voilà, pour pas les influencer du début jusqu'à la fin. Et donc j'avais fait ces 15 entretiens et déjà là tu as des hypothèses à la fin de est-ce qu'il y a un marché oui ou non. Je grossis un peu le trait, mais est-ce qu'il y a un marché oui ou non, et si oui, en fait, quelles sont les attentes et quelles sont les attentes produits, technicité, prix, etc., etc. Et c'était cool et on avait déjà fait des hypothèses. Et après j'ai fait l'étude quantitative pour vérifier ces hypothèses que j'avais émises auprès de plus d'une centaine de personnes. Et là, c'était via un questionnaire en ligne. Donc, pareil, qui était quand même un peu long, enfin un petit peu long à remplir, mais qui me permettait d'enrichir vraiment ma base et mon étude. Et à la fin, je me suis dit, OK, grâce à cette étude, je sais qu'on va se lancer. Et la première collection de Constant et Zoé, elle sera construite de cette manière, avec telle typologie de vêtements, parce que c'est ça la priorité qui est attendue par mes futurs utilisateurs et mes futurs clients. Là, on a commencé comme ça et on s'est lancé avec une première collection de 10 produits. Maintenant, donc, et on va dire de 2016 à 2020, le Covid, notre première source de vente, c'était ce qu'on appelle chez Constant et Zoé la vente éphémère dans les structures médicales. Donc, en France, tu as des structures qui accueillent les personnes en situation de handicap, qui sont des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'accueil médicalisés. C'est comme leur domicile, on va dire que grossièrement, c'est un peu l'équivalent des maisons de retraite et des EHPAD pour les personnes âgées. Donc ça devient vraiment leur lieu de vie, en fait. Leur lieu de vie, exactement. Et c'est souvent des lieux médicalisés parce que le handicap est plus lourd et donc tu as des aides-soignants, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, voilà, qui accompagnent ces personnes au quotidien. Et donc nous, on faisait des ventes éphémères dans ces structures. Donc constamment, quotidiennement, on était confrontés et on essayait nos vêtements. Et c'est comme ça qu'on a vraiment fait évoluer déjà les produits existants. Ça veut dire que quand tu vas dans une structure, que tu fais une vente éphémère, tu ramènes toute ta collection avec toutes les tailles, toutes les couleurs, tu montes un stand. Et avec les aides-soignants et les résidents, tu fais plein d'essayages. Donc, tu essayes déjà des gabarits différents, des personnes différentes, des handicaps différents, des fauteuils et des appareillages médicaux différents. Et donc, tu vois très vite ce qui, selon toi, pourrait être amélioré, pas amélioré. Et puis, tu as les retours directs des aides-soignants, des résidents. Pourquoi vous avez fait ça comme ça? Ça, c'est trop bien. Ça, c'est génial. Mais ça, c'est une super idée. Ou ça, moi, j'aurais fait comme ci, comme ça. Et après, ça nous permet de retrier, bien sûr, la donnée. Mais en tout cas, sur les produits qu'on reconduit chaque année, on les fait évoluer. Il y a des améliorations qu'on a faites sur les produits grâce à des retours comme ça d'aides-soignants ou de parents, voilà. Et surtout, ça nous permet de voir ce qui manque à chaque fois. Et avant, d'ailleurs, quand on commence à travailler avec une structure médicale, avant de faire la vente éphémère, on impose, entre guillemets, toujours un rendez-vous d'une demi-heure, 3/4 d'heure avec les équipes soignantes, aides-soignants, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes. On montre déjà une partie de la collection pour vérifier que ça les intéresse, que ça correspond aussi à la typologie de handicap qui est accompagnée dans la structure. Et pendant cette phase-là, on accorde toujours à la fin du débat, ou en tout cas du rendez-vous, 10-15 minutes et on leur dit « Ok, voilà ce qu'on va présenter ». Et en fait, est-ce qu'avant que j'arrive, vous vous attendiez à un autre produit, à autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Qu'est-ce qui pourrait vous aider au quotidien, vous en tant qu'aidant professionnel ou aidant familiaux? Voilà. Et donc, on obtient de l'information, énormément d'informations comme ça. Et après, ce qui est assez génial avec Constant et Zoé, et je pense qu'on a beaucoup de chance de pouvoir vivre ça, c'est d'avoir des retours clients, donc au-delà des photos, des mails, des appels de satisfaction, où on a quand même pas mal, vraiment très régulièrement, on a une énorme base de données où c'est les clients qui nous envoient des photos quand ils sont en train de se promener ou en vacances en portant nos produits. Ça, c'est vraiment génial. Et au-delà de ça, on a aussi des clients qui n'hésitent pas à nous écrire pour nous dire ce produit, en fait, il est génial, il m'a changé la vie pour telle raison.
Ou, bien au contraire, certains nous disent, ce produit, franchement, il est top, j'utilise au quotidien. Par contre, je me suis fait la réflexion, si ça avait pas été là, ou comme ci ou comme ça, peut-être que ça aurait été mieux. Ouais. Ou alors, de même, ils nous disent, voilà, je sais pas, j'aurais besoin d'un costume, ou j'aurais besoin d'une grenouillère, ou quand j'utilise mon fauteuil électrique, en fait, j'ai très très froid à la main parce que je peux pas porter de moufle avec et diriger le joystick de mon fauteuil, mais j'aimerais bien trouver un cache. C'est des produits qu'on n'a pas encore développés, mais c'est des demandes qui reviennent. Régulièrement, en plus. Voilà. Et c'est des clients, en fait, qui nous les... Donc, en fait, c'est un relationnel constant et vraiment naturel, quoi. C'est vraiment assaini de toute intention, en marketing, on dirait tendance et tout, et se faire du chiffre, et d'être dans une... En fait, là, c'est vraiment un écosystème naturel qui s'est forgé, qui s'est même construit, en fait, depuis ces 7 années. J'ai l'impression, à t'entendre comme ça, et ça fait plaisir, en fait, d'entendre que, voilà, il y a une relation, et on retrouve, en fait, même le cœur de ce que devrait être une entreprise, en fait, aussi une activité textile et d'habillement, c'est habiller des gens qui vont utiliser ce vêtement au quotidien. Donc c'est vraiment agréable d'entendre que ça se fait que ça se fait toujours, et d'entendre, en fait, que la relation entreprise et communauté, elle est aussi légère et naturelle, et vraiment dans un but de commun, quoi. Complètement. Mais c'est ce qui rend aussi le métier passionnant, parce que la mode, le prêt-à-porter, le produit en général, c'est complexe. Quand on a un peu mis le nez dedans, et dans tout ce qui est vraiment chaîne de production, et qu'on sait le nombre de parties prenantes qui interviennent, ne serait-ce que sur un lancement de prod ou un développement de produit, etc., c'est fastidieux. Gérer du produit, c'est quand même fastidieux, quoi qu'on en pense. Voilà, l'envers du décor est quand même pas franchement tous les jours sympathique. Mais c'est ce qui rend la chose très passionnante, c'est qu'effectivement, le fil conducteur, c'est notre client. Et même quand on est en train de développer, c'est à la fois parfois fastidieux, parce qu'on fait certainement peut-être beaucoup plus, je sais pas si c'est beaucoup plus, il faut pas faire de comparaison, mais on fait beaucoup d'allers-retours sur le développement de produits, parce qu'il faut toujours vérifier qu'on a bien compris la demande, ou on a bien compris le handicap auquel on veut répondre pour ce produit, qu'il faut pas qu'on se plante sur la gradation, alors qu'en fait, on cible des personnes qui ont des morphologies quand même qui sont différentes, et des corps qui évoluent différemment avec l'âge. Donc, voilà, c'est vraiment le fil conducteur, c'est quand même notre client, notre usager, puisque même à la fin de la chaîne, quand on a fini de vendre, il va nous renvoyer une photo ou un commentaire de satisfaction. Ça, c'est vraiment génial. Par contre, c'est vrai que, je nuance quand même, on est quand même rattrapé par les questions financières et de rentabilité. Oui, parce que toute cette recherche et développement... Et voilà, c'est à la fois, tu vois, c'est s'adresser à un marché spécialisé, un marché de niche, on va l'appeler comme on veut, mais c'est surtout un marché aussi novateur et peu répandu. Donc ça met plus de temps à être, tu vois, pénétré, parce que nos clients pourraient être beaucoup plus nombreux, mais beaucoup n'ont même pas idée que le vêtement facile à enfiler existe. Donc ils ne le recherchent même pas. Donc tu vois, il y a déjà une barrière à l'entrée qui est celle-ci. Et donc ton taux de pénétration et ton temps de pénétration de marché est quand même assez long. C'est un peu je pense le travers entre guillemets des marchés aussi innovants, émergents, comme ça, émergents, exactement. Et du coup il faut forcément quand même réfléchir au côté financier, mais je pense qu'une entreprise fonctionne si déjà elle répond bien et elle écoute bien à son client. Donc on peut pas passer outre, mais c'est vrai que oui, voilà, on n'est pas non plus complètement déconnecté de ça et de la réalité, mais il faut constituer une viabilité, puisque là tu as vraiment vu que ensemble, Constant et Zoé, vous répondiez à des véritables besoins très concrets, donc c'est sûr que vous allez tout faire pour que ça perdure. Donc c'est sûr que pour que ça perdure, faut construire une viabilité économique, pas seulement de vision, mais aussi une culture d'entreprise, parce que si toi t'as fondé ça tu disais donc par conscience aussi familiale et par vécu personnel familial, là c'est une entreprise, donc déjà la culture est différente, puis je pense qu'elle a grandi depuis 7 ans. C'est aussi hyper important dans la viabilité d'une entreprise et d'une activité.
même, j'allais dire là, d'un service Ouais, complètement. auprès de ces personnes. Tu nous as partagé donc la logique de ce développement de produits qui est vraiment en lien avec les personnes. Tu nous as expliqué ce qu'était un vêtement pour toi et je me demandais donc qu'est-ce que la mode, du coup, celle à laquelle vous contribuez en tant que Constant et Zoé équipe. Qu'est-ce que la mode? Alors ça, c'est une bonne question, hein. Surtout maintenant. Je veux dire, la mode a pris une tournure quand même assez particulière. Bon, on est toujours sur une industrie hyper polluante, ça c'est pas nouveau. Mais avec la fast fashion, on est quand même dans un cycle un peu perturbant. Donc tu vois, quand on part du principe qu'effectivement un vêtement est là pour nous envelopper, nous habiller, en fait on aurait besoin de 5 vêtements finalement. Bon, je grossis toujours le trait, mais c'est volontaire. Et on est aux antipodes de ça. Aujourd'hui, on est dans une surconsommation pour tout. Donc qu'est-ce que la mode? Moi aujourd'hui c'est terrible, mais quand je vois le mot mode, j'ai l'impression qu'on a un peu tous les travers et les points négatifs qui nous viennent de plus en plus en tête. Et donc c'est aussi ce qui me passionne chez Constant et Zoé, c'est de me dire ok, nous on va être un acteur, on est et on va être encore demain un acteur qui va porter un nouveau souffle sur ce secteur, qui va apporter de la conscience, qui va sensibiliser. Et au-delà de l'apporter, tu vois, un service et une aide, on va dire, concrète via le vêtement facile à enfiler, il faut qu'on arrive aussi à changer la vision que le grand public peut avoir de la mode, quoi. Et peut-être même donner envie. Alors ça, il faut quand même mettre à son échelle, mais avec beaucoup d'humilité. Et j'aimerais que ça soit aussi inspirant pour d'autres. La mode, ça devrait être utiliser un produit finalement presque de nécessité parce qu'on doit s'habiller et faire en sorte d'avoir la liberté de pouvoir disposer du style ou de porter ce que l'on aime ou ce que l'on souhaite comme on le veut, quand on veut. Mais voilà, ne pas oublier tous les travers que ça peut avoir. Et si on peut faire, tu vois, tout ce que je viens de dire avant avec le vêtement et en ayant un impact plutôt positif, en sensibilisant, en passant des messages, tu vois, je te disais on peut passer des messages, et ben c'est là où je trouve que la mode serait en tout cas aurait une définition un peu plus vertueuse, voilà, un peu plus, qui ferait plaisir. Mais aujourd'hui je suis un peu troublée et moi-même la définition de la mode est un peu c'est vrai, un peu compliqué, je trouve. Tu vois, moi, parfois, je me dis, je suis pas à l'aise d'être dans ce secteur parce que j'ai l'impression que c'est un secteur qui est destructeur. Ou qui est dénué de sens. C'est vrai. Donc, chez nous, pas du tout. Mais on fait partie quand même. Donc, on a les de ce secteur, oui, de cette industrie qu'on appelle l'industrie de la mode. Mais exactement, oui. On fait pleinement partie de l'industrie de la mode. Et en plus, parce que de la même manière, on suit les mêmes logiques. Et c'était une vraie volonté de dire à nos usagers, en fait, c'est pas parce que tu es handicapé que tu vas attendre ton produit 1 mois et demi. Donc, nous, on fait pas sur commande. On veut travailler et apporter de l'accès à nos produits n'importe quand. Et même si tu es handicapé, toi, on veut que tu puisses commander sur un site internet un produit qui te fait plaisir et tu le reçois sous 48 heures. En fait, pour arriver dans cette logique-là et apporter cette qualité de service, tu es obligé en amont de faire produire des volumes, et voilà, d'importer de la matière, même si c'est en Italie, depuis l'Espagne, même si c'est en France, t'as du transport partout. Nous, on fait fabriquer, tu vois, nos cadeaux d'affaires dont je te parlais, qu'on propose, c'est du Made in France, mais sinon, sur toute la partie textile, on fait fabriquer au Portugal et on fait fabriquer en Ukraine. Ça reste la proximité, mais nous-mêmes, à notre échelle, tu vois, on peut pas faire autrement. Donc, on est pleinement intégré dans ce schéma de l'industrie qui est pas forcément, je pense, le meilleur en termes d'impact. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est aussi, ça fait quoi ce qu'on disait en off, on peut pas être de partout et servir toutes les causes. On essaie de le faire le plus intelligemment possible. Mais voilà, moi-même, pour répondre à ta question, je suis pas forcément hyper à l'aise pour dire que je fais partie de cette industrie-là. Parce que à cause de cette connotation qui est en train de s'attacher là en ce moment, avec ce mot. Et vraiment de plus en plus. Alors qu'on est finalement, on est en train de dire qu'on vit à un pivot quand même dans notre société où les gens prennent conscience de plein de choses, sur la consommation alimentaire, sur, tu vois, même les transports. Voilà, il y a quand même quelque chose qui est en train d'apparaître. Mais finalement, au niveau de la mode, il y a quand même il y a de plus en plus
de marques qui évoluent, qui émergent et qui sont plutôt des marques faire, éco-responsables, etc. Mais à côté de ça, on est ravagé par la fast fashion. Ouais. Et en réalité, le grand public, à l'échelle... le mass market, c'est ça qui fonctionne. Ça. C'est tout. Ouais. Je pense c'est un domaine qui est très en retard. Oui, on paraît être... on se dit qu'on est les avant-gardistes de la société dans le concept, dans ce qu'on est en train d'exprimer par les esthétiques et tout ça, mais niveau industrie et fonctionnement local comme international, on est, comme tu disais, très en retard, ou bien en fait on veut faire rêver et on veut pas trop montrer l'envers du décor et comment on fait fabriquer tout ce rêve en fait. Mais en même temps, en écoutant et en découvrant des personnes comme toi et toute ton équipe, c'est là où on dit en fait c'est ça la vraie mode, la mode on va dire saine, justement, qui est et ça fait du bien en fait de se dire elle existe et oui, il y a division, vraiment on sent qu'il y a une vraie division dans notre industrie entre justement ceux qui continuent comme tu disais toute cette ultra fast fashion et tout ça, ce mass market, et cette mode, cette industrie qui revient au service de celui qui s'habille et celui qui habille aussi très concrètement avec donc au sein de Constant et Zoé. Donc merci beaucoup d'avoir osé répondre à ces questions très philosophiques mais en fait très concrètes puisque tu es sur le terrain. Tu vois, le handicap c'est ça souvent, ça te ramène au concret. Exactement. Pour terminer, j'ai une dernière question et que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu aurais un ouvrage qui t'a inspiré, que ce soit dans ta démarche personnelle, professionnelle, mais ou bien qui t'a juste reposé pour continuer de découvrir et que tu aimerais recommander à nos auditeurs? Je suis en train de lire un livre qui fait écho à la question précédente. Donc là, on est plutôt sur le sujet du handicap, mais c'est un livre qui s'appelle S'adapter. Et l'auteur, c'est Clara Dupont-Mono. Déjà, ce qui est très drôle, c'est que je me suis arrêtée sur le mot s'adapter. L'idée, c'est de parler du handicap au sein d'une fratrie. Et donc, on a l'aîné, l'enfant en situation de handicap et la cadette. Ok. Et en fait, chaque chapitre, c'est la vision, le point de vue et le vécu de l'un des frères, ou l'une des sœurs. Donc, c'est l'aîné, hop, un chapitre, comment l'aîné vit le handicap de son frère. Et aussi, d'ailleurs, vit et comment il vit avec aussi sa petite sœur qui n'est pas handicapée. En fait, quelle est la fratrie, en fait. Comment il vit la fratrie. Ok. Et après, hop, tu as le parallèle avec la cadette. Et tu as la cadette, comment elle vit le handicap de son grand frère et comment elle vit, donc là, en l'occurrence, presque l'absence de l'aîné qui, lui, s'occupe beaucoup plus du frère handicapé, typiquement. Donc voilà, et c'est hyper intéressant parce que... Enfin, c'est hyper intéressant. Oui, c'est hyper intéressant. C'est un roman Ouais, c'est un roman. Ouais. Ça donne envie de lire et... Donc après, c'est très imagé. Il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de nature. Parce qu'en fait... donc là, je suis qu'au début du livre, mais j'étais étonnée parce que quand on lit la 4e de couve, si tu veux, on ne sait pas que ça va être raconté comme ça. Et en fait, ce sont les pierres, donc les pierres... qui sont au dehors de la maison familiale, qui racontent l'histoire de leur vécu, de leur vision à elles, tu vois, c'est des pierres qui sont là. D'accord. Voilà, qui constituent la maison. Et donc, c'est du point de vue des pierres, elles racontent comment chaque frère et sœur vit la fratrie quand l'enfant handicapé arrive. Donc, ça doit être très émotionnel. Voilà, donc c'est très intéressant et je trouve que c'est pas mal aussi parce que on parlait de la mode juste avant, s'adapter au monde qui nous entoure. C'est pas forcément le cas des grandes enseignes aujourd'hui. On a le mass market et en même temps, il y a une vraie demande qui est émise. Alors, enfin, c'est tout le paradoxe d'ailleurs. On a une vraie demande qui est émise et en même temps, on a aussi beaucoup de consommateurs qui consomment. Mais voilà, je trouve que s'adapter, c'est déjà un titre très fort et j'ai beaucoup aimé en tout cas, le départ de ce livre. Voilà. Ouais, bah merci. Je le mettrai dans la description de l'épisode. Et ma pile s'accumule puisque je pose cette question à chaque épisode. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps de nous avoir partagé la vision, mais aussi la mise en application de cet amour déjà que tu portes pour ton frère. Et puis du coup, qui a fait naître Constant et Zoé aussi. Ouais. Alors, je sais pas si tu as un dernier mot que tu voulais partager.
très rapidement, les cadeaux engagés, c'est né de la marque Louis Vuitton qui nous a contactés pour savoir comment ils pouvaient nous aider. Et donc aujourd'hui, Louis Vuitton nous donne des matières, et donc en l'occurrence des cuirs, des peaux. Alors c'est même pas des chutes, c'est des peaux entières. Ah oui, d'accord. Et c'est des palettes de peaux entières. Et donc c'est des très beaux cuirs de qualité. Et on est vraiment dans une démarche avec eux d'upcycling, puisque c'est des cuirs qui avaient vocation à être détruits. Et finalement, aujourd'hui, nous, on les retransforme en les faisant travailler par des entreprises adaptées, d'associations de personnes en situation de handicap. Et donc, ce sont des travailleurs handicapés qui vont créer de la petite maroquinerie, des petits porte-cartes, des petites pochettes qu'on va vendre sur notre site internet. Et qui permettent de se sensibiliser au handicap, de permettre à ceux qui ont envie de nous soutenir de pouvoir acheter un petit cadeau ou un petit porte-carte sympathique. Et à chaque fois, à l'intérieur, dans le porte-carte, on raconte l'histoire avec l'atelier qui a fabriqué en France, du coup, le produit et Louis Vuitton qui nous a donné la matière. Et du coup, je pense qu'il y a aussi des partenariats possibles comme ça entre des monstres, des géants de la mode et finalement des petites entreprises comme nous. Et on peut faire des jolies choses ensemble. Ouais. Bon, on va terminer avec cette belle note. Et merci beaucoup, Sarah. Pour les auditeurs, je mets tout dans la description, vos réseaux sociaux, site internet, le nom du livre aussi. Et puis donc, n'hésitez pas à aller découvrir les produits, les essayer aussi. Enfin, voilà, il y a plein de belles choses. Enfin, chaque produit est vraiment riche de fonctionnalités et moi, ça m'interpelle énormément. Merci. Et puis, je te dis à bientôt alors. Oui, merci pour ton accueil. À très bientôt. Bienvenue Kevin Robert et Valentin Dution sur Qu'est-ce que la mode. Donc en écho avec cette première partie de l'épisode, on vous retrouve en tant que cofondateur le regard français. Oui, tu peux dire du regard français. Ouais. Justement, alors c'est qui, c'est quoi je vous laisse la parole. Et si on partait de l'histoire, en fait c'est une rencontre déjà de base. Avec Val, on s'est connus en séjour adapté, donc c'est des colonies de vacances pour personnes handicapées. Alors vous pouvez pas le voir, mais Val est en situation de handicap, il est sur un gros fauteuil. Et du coup il passait des vacances et moi j'étais animateur. Alors Val aime bien dire que j'étais en vacances, c'est un peu vrai, mais je travaillais un petit peu quand même, j'étais payé, alors que Val n'était pas payé, il avait payé pour faire les vacances. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on s'est plus quitté, on a fait un peu les 400 coups, road trip aux États-Unis, la famille, les apéros, la colocation pendant 6 ans, on a dirigé des séjours adaptés pendant quelques années aussi. On avait envie de s'engager à la fin de nos études respectives, donc on a lancé le regard français et je passe la main. Je prends la main. Donc comme disait Kevin, on avait un peu une philosophie qu'on avait un peu envie de transmettre et puis un peu ce tempérament de tester les trucs, et du coup on a monté le regard français qui est une marque on dit responsable. On dit responsable, ça veut dire qu'à chaque étape de la confection de nos produits, on inclut des personnes en situation de handicap pour mettre en avant le savoir-faire et les compétences. Et en fait ça c'était un peu une excuse et un moyen de parler du handicap et de changer de regard sur le handicap en parlant de manière un peu plus fun, décalée et positive. Et donc du coup on a choisi le textile déjà parce que on a choisi le textile parce que c'était un moyen de transmettre des messages assez faciles. On s'est dit que tout le monde s'habillait encore et que on avait l'idée de mettre des messages un peu rigolos sur des t-shirts, que c'était chouette de commencer comme ça. Maintenant le regard français c'est pas que du textile, c'est beaucoup d'autres choses, mais comme on est dans la mode, on va parler du textile plutôt. Ouais, mais il y a le textile, mais il y a aussi, on en parlait vite fait en off, justement c'est une démarche pédagogique de parler de quelque chose. C'est comme quand on se dit allez on va boire un verre, en fait le verre c'est une excuse pour aller rencontrer nos amis. Ou rencontrer des personnes. Là, le vêtement, le t-shirt, c'est une bonne raison, comme tu le disais Valentin, de parler justement du handicap ou des handicaps et d'autres façons de vivre, d'autres façons de porter aussi un vêtement. Ouais, carrément, on aurait pu parler du handicap et sensibiliser à ça en faisant un podcast, en lançant un blog. On le fait ensemble. Je ne sais quoi, ouais, voilà.
ou je ne sais quoi, et nous on a choisi de permettre aux gens de tous les jours, au démarrage du regard français, d'enfiler des valeurs, d'enfiler un savoir-faire, et c'était une bonne excuse pour attirer l'attention et à leur tour de raconter l'histoire qu'il y a derrière le regard français. Ça fait un peu une traînée de poudre. Ouais. Exactement, et puis on parlait d'excuses un peu de se rencontrer entre amis, etc. Et ça ressemble bien au regard français parce que finalement le textile c'est un moyen de transmettre quelque chose, et là on sort une box apéro. C'est un moyen de prendre un verre avec des gens et on est toujours dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on va, derrière les produits qu'il y a dans la box apéro, il y a des ESAT, des entreprises adaptées, etc. Et c'est toujours une excuse pour partager des valeurs comme le textile finalement. Tu peux en dire plus sur ça Sur la box, ouais. en fait, le regard français au départ c'était du textile et maintenant c'est beaucoup plus généraliste. On veut étendre les savoir-faire et les compétences qu'on met en avant parce qu'on va sélectionner en fait des produits un peu partout dans les ESAT, dans les entreprises adaptées. L'objectif, exactement, que des personnes en situation de handicap font au quotidien. Et l'idée, nous, notre objectif à 5 ans, c'est de regrouper tous les ESAT, toutes les entreprises adaptées derrière une marque forte et nationale. Et donc du coup, on ne pouvait pas se cantonner que au textile. Et donc on va faire des sélections via des box. Donc on commence par la box apéro parce que déjà on est des bons buveurs et qu'on aime bien ça et qu'on adore se faire plaisir aussi au travers de notre boulot et que c'est un bon moyen de partager des valeurs. Donc la box apéro, il va y avoir un pâté, des bières, des éco-cups, tout ça fait en ESAT ou en entreprise adaptée. Qu'est-ce qui vous fait tenir justement dans cet enthousiasme en fait? Qu'est-ce qui cultive cet enthousiasme? Parce qu'on l'entend, enfin moi je le vois déjà sur vos visages, mais les auditeurs ils doivent bien l'entendre aussi dans votre façon de parler, qu'il y a le sourire aux lèvres. Je vais me faire un joli sourire, c'est parti. Qu'est-ce qui nous anime? Mais c'est aussi marrant, c'est aussi pour ça que le podcast est chouette, c'est parce que c'est peut-être pas du tout vêtements. Au départ, on a commencé en tant que boîte de vêtements, boîte de fringues, alors qu'on n'y connaissait rien à la mode. On n'est pas du tout du monde du textile, pas vraiment non plus du monde de l'entrepreneuriat. Mais voilà, on avait des valeurs, un peu une vision. Et le textile, c'était aussi, on s'est engagé tout de suite sur le Made in France, sur l'éco-responsable, parce que c'est aussi un moyen d'avoir la valeur perçue d'un produit de qualité. Et vu que nous, on en avait un savoir-faire, c'était cool de pouvoir tout de suite avoir un beau t-shirt qui tient dans le temps et tout. Donc ça, c'était pour la partie textile. Et moi, qu'est-ce qui m'anime tous les jours? Je dis moi parce que avec Kevin, on est souvent raccord, mais on a une petite spécificité, c'est pouvoir bosser en étant authentique. Pas me dire comment je vais être ce matin dans mon monde du travail, comment je vais faire en sorte d'avoir la posture pour être parfait dans ce que je fais au boulot. C'est je suis moi avec mes valeurs et le but c'est de trouver les mots et d'arriver à transmettre aux autres. C'est ça qui m'anime, c'est transmettre aux gens, c'est échanger avec les gens. On a une communauté qui est pas énorme pour l'instant mais qui est très engagée et donc on se dit ce qu'on arrive déjà à faire avec 3000 personnes sur Insta, mais dans 3 ans, avec 30 000, ça va être le feu, en fait. Ça va être énorme. Donc voilà, c'est ça qui m'anime. Val parlait tout à l'heure de philosophie. Avec Val, on a quand même partagé beaucoup de moments dans tous les sens, les mauvais comme les bons, surtout des bons, on va pas se mentir. Et le monde du handicap, c'est ce qui nous a réunis, c'est ce qui nous a fait vibrer, c'est ce qui nous a fait rencontrer plein de gens. C'est aussi notre... Alors, on n'est pas trop dans le militantisme ou des choses comme ça, mais c'est quand même... notre marque quand même a un côté très engagé. Et notre volonté de départ, c'est de faire changer les regards sur les personnes en situation de handicap. On pense avoir quand même une manière d'aborder le handicap qui est différente de ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est ça qui nous anime. On se fait plaisir, comme disait Val. C'est-à-dire qu'on ne ment pas sur qui on est. Ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on est, on transpire nos convictions. Et c'est ça qui est cool, de pouvoir transpirer sa conviction, son quotidien au travers d'une entreprise qui nous ressemble. Ouais. C'est comme ça qu'on a construit le regard français. En fait, on s'est posé la question qui on est et qu'est-ce qu'on va faire. Et donc du coup, on était raccord sur le fait que le handicap, c'est ce qui nous avait réunis, c'est là où on voulait avoir de l'impact. Et c'est là-dessus qu'on est parti. Et la raison d'être du regard français, c'est de faire changer les regards sur le handicap. Donc pour l'instant,
on a trouvé le moyen de prendre les produits dans les ESAT, dans les entreprises adaptées, de les mettre en avant parce que on pense que c'est important que les gens se disent qu'une personne en situation de handicap est capable, comme d'autres personnes, de faire, sans mentir non plus sur les capacités de chacun. C'est-à-dire que des personnes handicapées sont parfois plus compétentes qu'une personne dite valide, et inversement, se dire que c'est pas parce qu'on veut pas faire de l'empathie, du larmoyant, en disant que les personnes handicapées sont capables de tout, c'est pas vrai, comme tout le monde en fait. Ouais. Et au contraire, c'est d'exploser un peu les murs qu'il y a sur le monde du handicap, parce que c'est quand même très opaque. Et notre volonté, c'est de pouvoir en rire, de parler simplement du handicap, de sensibiliser. Et c'est ça qui fait vibrer au quotidien, d'aller rencontrer aussi les ESAT, d'avoir plein de partenaires dans tous les sens, d'avoir de l'impact dans tous les sens, et que les travailleurs derrière, on les rencontre, ils sont super contents de travailler avec nous parce que on s'intéresse à leur savoir-faire. Ouais. Et après, on oublie finalement le handicap. C'est-à-dire que, bien sûr, le handicap, c'est quelque chose qui est important, qu'on doit mettre en avant, mais finalement, on en revient à qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours aussi, etc. C'est pas ton identité qui est réduite à un état physique ou cognitif. Et du coup, si on arrive à cette question, qu'est-ce que la mode, c'est cette... je m'avance un peu, mais en fait, c'est cette question de valoriser les uns, les autres, tout le monde, en fait, par une façon de regarder. La mode, c'est pas seulement du vêtement, c'est justement des regards qui se posent les uns sur les autres, et c'est ça qui se dit ah oui, ça c'est la mode, ça c'est pas la mode, bon ça c'est le basique, mais c'est aussi de se dire waouh, c'est une belle personne, c'est ça qui fait qu'on est présenté aux uns et aux autres, c'est notre image. Et donc le regard, je connaissais pas en fait justement pourquoi le regard et le regard français, donc il y a le Made in France, mais voilà, le regard dans la façon de regarder les uns les autres. Et ça, c'est beau. Mais après, ça, c'est ma façon de répondre à la question. Et là, je vous laisse la parole. Du coup, c'est quoi, vous, la façon dont comment vous définissez la mode, alors C'était cool avec la mode. C'est pour faire un peu raccord avec ce que disait Kevin sur les capacités de chacun à faire. C'est un super moyen, le vêtement, de pas mentir sur les difficultés. De faire de la broderie en ESAT. Enfin, la broderie, c'est une vraie compétence qui est réellement compliquée à faire de manière propre, bien et régulière. Et il n'y a pas de tabou à dire qu'en ESAT, ça peut demander des adaptations. Et c'est normal parce que chacun a ses difficultés. Et alors, en fait, si le produit, à la fin, il est de top qualité, c'est à nous de montrer que les adaptations, peu importe comment on doit les mettre en place, elles ont raison d'être. Donc ça, pour le textile, c'était chouette. Et la mode, moi, comment je ressens la mode avec le regard français, c'est surtout sur le côté tape à l'œil pour attirer l'attention, avec l'humour. La mode, ça fait transmettre un message. Quand on a un t-shirt avec marqué « J'adore ce t-shirt rouge », c'est... Alors qu'il est blanc ou bleu. Alors qu'il est blanc, oui, ça arrête les gens. Vous ne me voyez pas. Et en plus, t'as même pas ce t-shirt-là. Là, c'est marqué en roue libre sur celui-là. Mais voilà, tu transmets un message à quelqu'un. Tu dis, je suis un mec un peu cool, marrant, tu peux aller vers moi, il n'y a pas de souci. Ça enlève peut-être des barrières, je ne sais pas. Donc voilà comment je ressens la mode avec le regard français, et on pourrait décliner nos chaussettes dépareillées. Les chaussettes dépareillées, c'est aussi un peu tape à l'œil, ça montre qu'on est un peu décalé, qu'on a d'autodérision. Enfin voilà, c'est la mode regard français. Ouais, moi, du coup, je suis un peu perdu là. La mode, déjà, dans mon esprit à moi, c'est peut-être tout con, mais je dirais comment je perçois la mode. Pour moi, la mode, c'est les fringues, alors que potentiellement pas, du coup. Mais c'est comme ça que je le perçois. Comment on l'utilise au sein du regard français, par contre, effectivement, ce qui est cool, c'est que la mode, c'est d'être un peu décalé, d'avoir un regard différent, d'être un peu taquin sur nos messages. Et la mode, ça nous permet de transmettre, de sensibiliser. Quand on porte j'adore ce t-shirt rouge, par exemple, les gens vont se questionner, soit tes potes, soit ta famille, soit d'autres gens. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui
qui m'a interpellé dans la rue parce que je le portais, et elle me fait mais il est pas rouge ton t-shirt. Et c'est un peu ce qu'on veut, c'est que les gens puissent, quand ils achètent chez nous un t-shirt ou autre chose, qu'ils soient interpellés par d'autres gens, qui puissent en parler et raconter l'histoire derrière. Et la mode est plutôt cool sur l'aspect compétence, parce que au niveau du textile et plein d'autres choses, hein, mais on peut inclure plein de gens. C'est-à-dire il y a plein de compétences différentes, que ça soit Val parlait de la broderie, mais il y a aussi la pose du floc, il y a l'impression du floc, il y a les étiquettes, etc. Et nous, ça nous permet de mettre en valeur plein de compétences différentes et d'inclure plein de personnes différentes selon leurs capacités. Il y a des personnes qui seront incapables de placer un floc bien comme il faut, parce que déjà, on dirait pas, mais c'est une galère monstre. Pour pas que ça se retrouve de travers. Il y a des gens qui seront beaucoup plus à l'aise sur la broderie. Ce qui est bien chez le regard français, c'est qu'il y a tellement de compétences à avoir que tout le monde y prend sa place. Et c'est ça aussi la mode, c'est de pouvoir avoir sa place dans un écosystème qui est le regard français du coup. Et la mode, je dirais que notre mode à nous, le regard français, c'est de pas faire comme les autres. Donc on essaye d'être à contre-courant de ce qui se fait, c'est ce qu'on fait dans le milieu du handicap. Parler de cette manière, c'est pas courant. Enfin, je veux dire, c'est assez récent de pouvoir en rigoler. Ça se voit pas encore à la télé. Enfin, il y a quelques comiques qui prennent le jeu de rigoler du handicap, etc. et d'être un peu décomplexés. Mais c'est pas ce qu'on voit au quotidien. Ouais, justement, et puis je voulais terminer sur cette question de l'humour, décalé. Valentin, tu parlais du décalé, et ça, c'est même. Alors, on parle du handicap, c'est vrai que ça commence gentiment dans ce milieu-là à savoir en rigoler, mais même dans la mode, cette industrie, il y a très très peu d'humour aussi. Autodérision, voilà, genre, c'était l'autodérision dont vous parliez. Il n'y en a pas, en fait, non plus, très peu dans ce milieu-là. Donc, c'est par l'humour, vous amenez, vous transformez aussi le regard côté industrie de la mode, pas seulement dans le milieu du handicap, je pense, et nos regards sur ça. Et ça fait du bien, en fait, de pouvoir avoir de l'autodérision, de prendre du recul et de se dire, mais si... ça ne veut pas dire que c'est pas des sujets sérieux, mais justement, savoir en sourire, en rire, ça nous permet d'alléger la pensée, de prendre du recul, d'être créatif. En fait, l'humour, ça rend vraiment créatif. Ouais. Et la mode aussi, ça permet de mettre en avant des choses qu'on voit pas. Dans la mode, pour l'instant, on voit des personnes en situation de handicap dans les shootings, tout ça, mais pour l'instant, c'est juste, pour moi, du gros marketing et pas tellement d'engagement, même s'il y a des marques qui s'engagent. Je sais plus quelle marque s'engage et qui le fait vraiment parce qu'il passe par des ESAT derrière. Nous, si on avait dû monter d'autres boîtes ou si on devait en monter d'autres, on avait l'idée de monter un truc de mannequinat, mais pour personnes handicapées, qui a une vraie diversité. Donc c'est ça qui est cool avec nous, c'est que dans nos shootings maintenant, on fait bien attention à ce qu'il y a un peu de tout le monde et que les gens soient habitués, bien plus que ce qui est maintenant, à voir des personnes en situation de handicap. Alors, il y a beaucoup de handicap invisible, donc parfois sur nos shootings, il y a des personnes qui sont en situation de handicap, ça se voit pas. Alors, ça nous arrange pas, pour le coup, pour le côté image, parce qu'on veut vraiment transmettre la diversité, et la diversité, parfois, ça se transmet par l'image, et des fois, on voit pas le handicap. Donc, il y a d'autres moyens, c'est-à-dire d'en parler aussi en interview, etc. Ce qu'on va faire d'ailleurs avec le regard français, beaucoup d'interviews de personnes différentes. Donc c'est vraiment cool pour ça aussi la mode, de pouvoir mettre en avant la diversité. Ouais, et la mode, ce qui est chouette, c'est que tu l'as tout le temps. Tu vois, là on va faire des bottes apéros, c'est génial parce que c'est un super moment que tu partages entre copains, mais peut-être pas au boulot avec ton patron. Alors que la mode, quand t'as un t-shirt, tu l'as quand tu vas acheter du pain, tu l'as quand tu vas au boulot, tu l'as quand tu es avec tes amis, et donc c'est à ce petit côté, tu es porte-parole de quelque chose sur toi tout le temps. Ça fait partie de toi en fait. Donc c'était ça qui était cool avec le vêtement, c'est que en permanence tu valorises un savoir-faire avec un super t-shirt qui est top type cool. Voilà. Donc, le message tu l'as
en toi tout le temps, quoi. Et donc tu rajoutes ce petit côté humour qui vient casser l'appréhension et ouvrir le débat. Et là, t'as l'autoroute du kiff pour raconter les valeurs du regard français. Exactement, sur l'humour, c'est vraiment le moyen qu'on a choisi parce que déjà, nous, on se marre bien au quotidien. On a beaucoup vécu de moments rigolos en séjour adapté parce qu'on dirigeait des séjours et que les personnes en situation de handicap ont beaucoup d'autodérision pour disons, pas faire passer la pilule, mais dire c'est ok. Enfin, je veux dire, ça va pour moi. Je sens que tu stresses un petit peu là. Je vais te faire une petite blague et ça va aller mieux et ça passe plutôt bien. Parce que les gens se font une montagne du handicap. Ça peut l'être. Et c'est aussi ce qu'on nous représente dans les médias, etc. Le handicap, c'est une grosse galère. L'accessibilité, nanani, nanana. C'est une partie qu'il faut pas ignorer. Nous, on n'est pas là pour ignorer ce qui est pas cool, mais on est quand même plus là pour mettre en avant ce qui se fait bien. Et donc, du coup, l'humour, c'est un brise-glace qui marche bien. Enfin, on y croit dur comme fer et effectivement, on est beaucoup plus à l'aise avec une personne quand on sent qu'elle est un peu plus à l'aise, qu'elle nous dit bah ok, te fais pas de bile. Alors bien sûr qu'il y a des adaptations, etc. Il y a des handicaps, c'est dur à comprendre au niveau de la parole. Il y a d'autres, on sait pas trop, on va le casser, etc. Mais le côté humoristique, c'est un peu briser ce premier pas vers l'autre. Et après, une fois que ça s'est brisé, on est beaucoup plus à l'écoute. On va essayer de comprendre, et dans les deux sens. Parce que quand on est en situation de handicap, certains handicaps, on ne comprend pas non plus pourquoi la personne en face de nous ne comprend pas. Et inversement. Et l'humour, c'est ce qui brise tout, quoi. Super, merci beaucoup pour ce regard sur ce que vous faites au quotidien. Et puis, alors, belle suite. J'ai entendu que ça allait être une suite d'années assez intense. Donc, bon courage. Et est-ce qu'on peut finir sur notre devise ? Allez-y. Soyez vous. Soyez différents. Merci. Et pour prouver, je suis en fauteuil. J'espère que ce sera entendu, ce sera dans le micro. Ce podcast vous plaît ? Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillés, habilleurs, à la semaine prochaine.